cours en vous posant des questions, vous posez des questions, parce qu'il s'agit d'une question pratique. Et c'est l'occlusion intestinale, il s'agit d'une urgence parmi les urgences les plus fréquentes en chirurgie. Voilà, donc on va voir ce que c'est une occlusion intestinale aiguë. Donc comme définition, comme vous le savez, une occlusion intestinale aiguë se définit comme un arrêt des matières et des gaz, mais il faut que cet arrêt soit permanent. On a tous un arrêt des matières et des gaz, on ne perd pas les gaz sans arrêt, on a tous un arrêt des matières et des gaz, mais cet arrêt, il faut qu'il soit permanent, plusieurs heures, voire plusieurs jours. Donc c'est ça l'occlusion intestinale aiguë. Et qu'est-ce qu'on peut dire comme intérêt de la question? Grosso modo, en généralité, donc s'il s'agit d'une occlusion qui peut être, alors de son mécanisme peut être organique ou peut être fonctionnel, on verra plus tard chaque chapitre en détail. Le diagnostic en général, il est facile, il est clinique, il est confirmé par la radiologie. Lorsque le diagnostic d'occlusion est posé, il faut toujours apprécier l'état général du malade, apprécier le retentissement sur l'état général, parce qu'à partir, on va voir le mécanisme, le type de mécanisme, c'est selon le type de mécanisme qu'on a le pronostic de cette occlusion. On peut avoir un mécanisme par obstruction, par exemple, le pronostic est meilleur par rapport à l'occlusion par strangulation. On va voir plus tard. Il faut savoir, bien sûr, comme je vous ai dit, différencier une occlusion organique d'une occlusion fonctionnelle, c'est très important, c'est deux chapitres différents. Et il s'agit d'une urgence en général qui impose une prise en charge rapide, sans délai, il ne faut pas attendre. C'est une urgence chirurgicale. Voilà ce qu'on peut dire grosso modo d'une occlusion intestinale. On va voir en détail chaque chapitre. On va commencer par la classification des occlusions. Donc une occlusion intestinale, comme vous le savez, ce n'est pas une maladie. L'occlusion intestinale, c'est un syndrome. C'est un ensemble de symptômes. Cet ensemble de symptômes ou ce syndrome peut être secondaire à n'importe quelle maladie qui peut entraîner une occlusion intestinale. D'accord. Donc, la classification peut avoir des occlusions mécaniques et des occlusions dynamiques, c'est-à-dire inflammatoires ou fonctionnelles. Donc, c'est les grands types d'occlusions. Ces occlusions, on va voir le mécanisme. Donc, comment surviennent ces occlusions? Donc, on va parler premièrement des occlusions mécaniques, c'est-à-dire il y a un obstacle, il faut lever cet obstacle, il y a un obstacle physique qu'il faut lever, c'est lui qui est en cause de l'occlusion. Donc, cette occlusion mécanique, elle peut se produire suivant deux mécanismes. Donc, au niveau de l'obstacle, quand on a du mécanique, il y a deux mécanismes, il y a mécanique et fonctionnel. Parmi les mécaniques, on a deux types d'occlusion mécanique. Encore deux types différents. Donc, on va voir plus tard sur la physiopathologie des mécanismes par obstruction mécanique. Donc, l'obstruction mécanique se divise en deux. Il y a l'obstruction, c'est-à-dire il y a l'occlusion par strangulation et il y a l'occlusion par obstruction. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on va voir l'occlusion par strangulation, c'est-à-dire qu'on a une anse ou un tube digestif qui est strangulé. Il y a un étranglement. Donc, cet étranglement va faire participer le méso de cette portion digestive. Donc, ce qui va aggraver le pronostic de cette occlusion. D'accord? Donc, s'il y a une strangulation, c'est l'extrême urgence. On va voir tout à l'heure, la strangulation fait participer le facteur vasculaire. Donc, ça veut dire qu'on a les vaisseaux, le vaisseau qui irrite cette partie qui est en occlusion, elle va être étranglée. Ça veut dire que le sang ne va plus arriver à la partie qui est étranglée, et c'est la conséquence, c'est la gangrène, c'est la nécrose. D'accord? Il y a l'occlusion par obstruction. Obstruction, il n'y a pas de participation vasculaire. Le méso n'est pas touché. C'est la lumière intestinale qui est obstruée. Il y a un obstacle, il y a un corps étranger, il y a une tumeur. On va voir tout à l'heure les causes de l'obstruction de la lumière colico-intestinale. D'accord? Donc c'est là ça, les mécanismes par mécanique. Donc mécanique, on a la strangulation et l'obstruction. On a le deuxième type d'occlusion, c'est les occlusions dynamiques.
c'est-à-dire qu'ils sont fonctionnels. Il n'y a pas un obstacle lui-même. Donc, l'occlusion intestinale fonctionnelle, elle peut survenir, c'est-à-dire elle peut survenir sans qu'il y ait un obstacle. Il n'y a pas un obstacle mécanique. Donc, cette occlusion fonctionnelle peut survenir au cours d'une péritonite, par exemple. Vous savez, quand on a une péritonite généralisée, le péritoine, il va agir en bloquant les intestins, il bloque le péristaltisme intestinal pour éviter la dissémination des germes dans la cavité péritonéale. Donc, on aura ce qu'on appelle un ileus réflexe. Donc, c'est une occlusion réflexe par paralysie des intestins. Donc, cette paralysie, elle est due à l'infection, parce qu'il y a un foyer infectieux dans l'abdomen, dans le territoire. Donc, pour éviter la dissémination de cette infection et des germes, pour qu'ils ne se disséminent pas, par exemple, en cas de péritonite appendiculaire, il faut que le germe ou les bactéries restent localisées au niveau de l'appendice. Il ne faut pas qu'ils se localisent, se disséminent dans toute la cavité, et ça donne une péritonite généralisée, et le pronostic sera plus grave. Donc, ça, c'est la péritonite. L'occlusion fonctionnelle au cours, par exemple, soit des péritonites aiguës, ou on peut avoir une occlusion fonctionnelle suite à un déséquilibre hydroélectrolytique. C'est-à-dire, c'est en cas d'hypocalcémie, en cas d'hypocalémie, on a une diminution du mouvement du péristaltisme intestinal. Donc, le malade, il a un arrêt du transit. Et sans qu'il y ait un obstacle. Il n'y a pas un obstacle mécanique. Donc, le traitement, juste la correction de cette origine de l'occlusion inflammatoire, quand on traite l'origine, l'occlusion disparaît. L'obstacle se lève lui-même. C'est fonctionnel. Il y a certaines maladies neurologiques aussi qui peuvent donner un ileus idiopathique. D'accord, c'est nerveux. À travers les nerfs qu'on a une paralysie du péristaltique. On peut avoir les suites opératoires après une intervention chirurgicale. On a en général un ileus qui est à l'arrêt. Il va reprendre juste après l'intervention chirurgicale. Les intestins, le péristaltisme, il est à l'arrêt. Et en général, 24 à 48 heures, des fois plus, où le transit va reprendre, ce qu'on appelle un ileus réflexe dû à l'agression chirurgicale. Et on a certains médicaments qui peuvent provoquer une occlusion fonctionnelle. Donc, dès qu'on arrête ces médicaments, la prise de ces médicaments, l'occlusion va disparaître et le transit peut reprendre. Donc, vous voyez qu'il y a, d'après ce mécanisme, vous pouvez tirer beaucoup de conclusions, beaucoup de choses sur le traitement et la prise en charge d'une occlusion intestinale. On va dire un mot sur la physiopathologie. C'est très important, la physiopathologie dans l'occlusion intestinale. À travers la physiopathologie, vous allez voir comment le malade va réagir à cette occlusion. Par exemple, une occlusion intestinale sur obstacle et une occlusion intestinale par strangulation, ce n'est pas la même physiopathologie. C'est deux mécanismes tout à fait différents. Et le pronostic n'est pas le même dans les deux mécanismes. Donc, on va voir les conséquences de l'occlusion intestinale. Donc, à travers cet obstacle-là, quand il y a un obstacle, il va y avoir des conséquences. Donc, comment donc, quand on avance qui est par exemple, une occlusion, par exemple, si elle est, par exemple, tordue, elle va souffrir. S'il y a une torsion intestinale, cette torsion intestinale, elle va entraîner une souffrance de la paroi digestive. Donc, cette souffrance elle va évoluer vers l'œdème, il y aura un œdème, puis un exsudat, c'est-à-dire un exsudat, c'est-à-dire du liquide qui va sortir du milieu de l'intracellulaire vers l'extracellulaire. On a les vaisseaux sanguins mésentériques sont aussi tordus, et l'arrêt de la vascularisation provoque une gangrène de l'anse intestinale. Donc là, vous comprenez qu'il s'agit d'un mécanisme par strangulation. Donc il y a une strangulation parce qu'il y a une torsion. Lorsqu'il y a une torsion, l'anse va tourner, donc elle va tourner sur son axe vasculaire, sur son méso. Donc cette torsion va entraîner une strangulation sur le vaisseau et sur la paroi digestive. Donc il va avoir un arrêt de vascularisation en éruption vers le tube digestif qui est en occlusion, et il va y avoir passage de toxines. Il va y avoir il va se constituer une ischémie, une gangrène. Cette ischémie et la gangrène va provoquer la sécrétion de toxines qui vont passer dans la circulation générale. Vous allez voir le retentissement sur l'état général. Donc, ces lésions sont responsables d'un choc hémorragique et toxique.
Donc, toxique parce qu'il y a libération de, en cas de dyskinémie, en cas de gangrène, qui vont se libérer dans la circulation sanguine et dans la circulation générale. Il va entraîner un choc septique et hémorragie. Et on peut avoir même aussi un choc pendant le mécanisme de la strangulation. C'est beaucoup plus le choc toxique et hémorragique que le choc hypovolimique. On va voir tout à l'heure qu'on aura un choc hypovolimique dû à la formation du troisième secteur. Donc, qu'est-ce qu'on a comme on a une strangulation en amont de l'obstacle. Donc, l'intestin qui est en amont de l'obstacle, il va réagir pour lever cet obstacle. Donc, comment il va réagir? Il va essayer de faire lever cet obstacle. L'être humain, il a des moyens de défense. Donc, comment il va accélérer les mouvements de péristaltisme? Et ces mouvements de péristaltisme qui vont s'accroître vont provoquer ce qu'on appelle la douleur. C'est des coliques. Quand on a la maladie, là, brusquement une douleur aiguë, ce sont des mouvements de péristaltisme pour essayer de lever cet obstacle. Parce que ce péristaltisme, il n'est pas normal, pas comme le péristaltisme habituel quand on n'a pas une occlusion. Là, il est accentué pour essayer de lever l'obstacle. Donc, en amont de l'obstacle, on a un hyperpéristaltisme et on a des anses qui commencent à se dilater parce qu'il y aura un cumul de gaz et de liquide. Donc, tout ce qui est en amont de l'obstacle ne va pas passer. Donc, les sécrétions biliaires, les sécrétions pancréatiques, les sécrétions digestives, l'alimentation qu'on a pris, le liquide qu'on a pris va stagner. Donc, ce qui va y avoir une dilatation en amont. Et cette dilatation en amont, si elle va persister, va provoquer bien sûr des vomissements. Donc, les vomissements, ça veut dire qu'il y a un obstacle, ça passe pas vers l'avant et donc ça recoule vers le haut. La réalisation de la radiographie va nous confirmer le diagnostic, elle va nous montrer des niveaux liquides généralisés, donc les niveaux liquides, c'est-à-dire quand on a un obstacle, le liquide va se mettre vers le bas et vers le haut, c'est de l'air qui s'accumule au niveau des lances en amont de l'obstacle. Donc, qui vont se traduire par des images de niveau liquide. Et la dilatation va réduire la perfusion sanguine et entraîne une augmentation de la perméabilité capillaire avec fluide hydroélectrolytique. Donc, cette dilatation, elle va diminuer la perfusion sanguine. La lance qui est en occlusion, il va être hypovascularisé. Donc, il n'y aura pas assez de sang, il n'y a pas assez de perfusion sanguine. Donc, ce qui va provoquer une hyperperméabilité capillaire. Donc, ça veut dire hyperperméabilité capillaire, ça veut dire qu'il y aura une fluide hydroélectrolytique. Là, il va se former ce qu'on appelle le troisième secteur. Il va y avoir du liquide qui se perd de la cellule intracellulaire. Ce liquide, il va se perdre. Donc, il va se mettre ni dans l'intracellulaire, ni l'extracellulaire. Il va ce qu'on appelle un troisième secteur, un secteur qui, normalement, ne doit pas exister. Donc, l'importance de cette eau, c'est-à-dire qui est perdue, qui va se trouver dans un secteur inutile qu'on ne va pas utiliser, qu'on appelle le troisième secteur, le troisième secteur électrolytique. Donc, il est responsable, si le troisième secteur il va augmenter, il va être abondant, donc il va provoquer une déshydratation. Et des troubles hydroélectrolytiques qui peuvent évoluer même jusqu'à un état de choc. Donc, vous voyez, donc, de l'occlusion, l'occlusion qui commence par l'hyperpéristaltisme, par la douleur, jusqu'à l'état de choc. Donc, l'état de choc qui est secondaire à l'accumulation de tous ces liquides en amont de l'obstacle. Donc, l'importance du ballonnement intestinal, quand on a un ballonnement important, il va retentir sur la fonction respiratoire. Donc, le malade il va avoir une respiration superficielle. Donc, ce qui peut entraîner une insuffisance respiratoire. Et par conséquent, une diminution d'apport en oxygène. Et bien sûr, quand on a une hypovolémie, on aura les reins aussi qui vont subir le choc hypovolémique. Il va se retentir sur la fonction rénale parce que les reins sont plus perfusés et ça va entraîner une insuffisance rénale. Au début, elle est aiguë, elle est fonctionnelle.
Si on n'intervient pas, si le malade va rester comme ça, cette insuffisance rénale peut être irréversible si on tarde à ne pas prendre en charge le malade rapidement. Si l'obstruction intestinale n'est pas traitée à temps, donc le malade il est en occlusion, il traîne, soit il se présente en urgence, on ne n'est pas pris en charge, il va être adressé ailleurs, ou il ne se présente pas, il reste chez lui, il ne faut pas qui va l'accompagner, donc il va se constituer une nécrose, donc une nécrose intestinale. Donc cette nécrose, elle est due à l'obstruction chronique, donc soit l'obstruction, elle est chronique. En général, l'obstruction n'entraîne pas de nécrose, en général, c'est la strangulation. Donc s'il y a une once volulée, elle est tordue sur son méso, si on attend plus de 6 heures, par exemple, 6 heures, c'est le temps de la formation de nécrose. Si un organe qui n'a pas un apport sanguin pendant 6 heures, eh bien, c'est l'ischémie qui va s'installer, c'est la nécrose. C'est la même chose pour l'intestin. S'il y a une portion digestive, un segment du tube digestif qui est tordu et sur son axe vasculaire, donc ça veut dire que le sang ne va pas arriver dans cette portion, il va avoir une nécrose. Donc, quand on a une nécrose, cette nécrose, donc la paroi, elle est vraiment très très friable, donc elle peut donner une perforation. Elle va se perforer cette nécrose. Ça y est, la paroi n'a plus d'élasticité, elle est très fragile, elle va se perforer, et là le diagnostic sera encore plus grave. Donc on a l'occlusion, l'état de choc septique, plus la péritonite, suite à la perforation de cette anse qui est perforée. Donc s'il y a une occlusion intestinale qui évolue vers la péritonite, c'est 99% de décès. Donc vous avez maintenant une idée à peu près sur le mécanisme de l'occlusion intestinale, comment elle se forme, cette occlusion, et la physiopathologie, quelles sont les conséquences de cette occlusion. Donc si on tarde, on ne prend pas en charge précocement les patients, vous avez vu les conséquences, c'est l'état de choc. L'état de choc, c'est surtout pour les formes occlusion par strangulation. Donc la prise en charge doit être rapide. On va dire un mot sur les diagnostics positifs d'une occlusion intestinale. Normalement, quand vous avez vu maintenant la physiopathologie, on va, à partir de cette physiopathologie, on va tirer les signes cliniques d'une occlusion intestinale qui sont faciles. Donc, vous avez les signes fonctionnels. Le premier signe, c'est la douleur. Donc, c'est la douleur, c'est l'hyperkéistatisme qui essaie de lutter contre l'obstacle. Vous avez des vomissements. Les vomissements, c'est le cumul de liquide et de l'alimentation qui est en amont de l'obstacle. Donc, il y a un cumul, il y a des sécrétions digestives, il y a des sécrétions biliaires, il y a des sécrétions pancréatiques, et il y a l'apport oral qu'on a pris, l'alimentation, il y a le liquide. Donc, tout ça va s'accumuler et va entraîner après des vomissements. Donc, les vomissements sont d'autant plus précoces quand on a, par exemple, un malade qui a des douleurs et même pas 1 heure ou 12 heures après, il va vomir. Donc là, ça veut dire que l'obstacle il est haut situé. L'obstacle il est proche du duodénum. Donc c'est les premières anses jejunales qui sont obstruées. Et quand l'obstacle il est plus bas, c'est-à-dire que c'est colique, là c'est l'inverse. On aura des vomissements tardifs, voire même pas sans vomissement. Et par contre, si l'obstacle est très bas, c'est-à-dire vers le côlon, l'obstacle est colique, on aura l'arrêt des matières et des gaz. Donc l'obstacle est bas, donc les gaz et les matières ne vont plus sortir. C'est le premier signe qui apparaît en premier, c'est la douleur et l'arrêt des matières et des gaz. Donc l'arrêt des matières est le symptôme principal. Il peut être masqué par la vidange du segment intestinal distal. Vous pouvez avoir un malade qui se présente en urgence pour douleur, et ballonnement abdominal. Il a tous les signes de l'occlusion, mais il vous dit que j'ai aimé, il y a tout à l'heure, il y a 1 heure là, j'ai eu quelques gaz. Là. Donc, il faut se méfier. Ces gaz qui ont été émis, ou même parfois, on peut mettre des sels, même des araignées. On peut mettre des sels. C'est ça, c'est ce qu'il y a en aval de l'obstacle. Parce qu'on a le tube digestif, il y a un obstacle au niveau du tube digestif, le tube digestif, il est là. Donc, en amont du tube digestif, en amont de l'obstacle, on peut avoir des vomissements, et en aval, on a arrêt des matières et des gaz. Mais cet arrêt des matières et des gaz peut être tardif. Parce que là, l'arrêt des matières et des gaz, on peut avoir des gaz et des matières qui existent déjà
avant l'installation de cette occlusion. Donc, une fois avoir éliminé tous les gaz et les matières, là, on aura un arrêt définitif des gaz et des matières. Là, on a vu les signes fonctionnels. Donc, les signes fonctionnels vont nous ramener à examiner le malade. Donc, les signes physiques. Donc, quels sont les signes physiques de l'occlusion intestinale? Donc, on a vu qu'il y a un obstacle, il y a une dilatation en amont, il y a une distension. Donc, ça veut dire qu'on aura une météorite. Le météorite, distension ou dilatation des intestins, vous la laissez pas en ballonnement abdominal. On voit juste l'abdomen qui est un peu, l'abdomen est un peu tendu. Chitoine, s'il te plaît. Oui, Chitoine, oui, on ne t'a pas entendu pendant 2 minutes. 2 minutes. Ah bon? 2 minutes, c'était bloqué. Reprends un peu, s'il te plaît. D'accord, d'accord. Parce que j'ai pas eu ici des remarques là des. Non, non, reprends. Et là maintenant ils m'entendent? Si, là, on t'entend bien, là. D'accord, très bien, je vais reprendre. D'accord, merci. Et la même plaque, hein? D'accord, d'accord. Non, non, la plaque météorisme. Ah d'accord, très bien. Météorisme. Reprends du début de cette plaque. D'accord. Donc, si vous m'avez pas entendu, je vais vous reprendre. On a parlé des signes fonctionnels. Maintenant, on va vous parler. Donc, ces signes fonctionnels, pour confirmer l'occlusion intestinale, on doit examiner notre malade. Donc, un malade qui a une occlusion intestinale, donc il a un obstacle, ça veut dire qu'il y a une dilatation en amont. Cette dilatation va se traduire par un météorisme. Donc, c'est-à-dire un météorisme qui associe un ballonnement qui est visible à l'inspection. Et quand on va percuter, on va entendre un tympanisme qui traduit la présence de gaz, l'excès de gaz. Donc, l'abdomen et la palpation, l'abdomen est tendu ou légèrement sensible de façon diffuse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de signe de défense généralisée comme on a les signes en cas de péritonite. Par contre, des fois, on a une défense localisée. Là, quand on a une défense localisée, c'est un signe péjoratif. Ça veut dire quoi? S'il y a une défense, ça veut dire qu'il y a un problème, il y a un germe, il y a une inflammation, il y a une réaction. Ça veut dire qu'il y a une os qui est en train de souffrir. Et cette os, elle peut même être perforée. Une petite orifice, petite perforation, et va nous donner une souffrance localisée. C'est-à-dire là, ça veut dire que c'est un signe d'alarme. Si on a c'est-à-dire on a une défense localisée. Surtout, par exemple, en cas de douleur. En cas de signe fonctionnel, la douleur, elle est intense au début, elle est intense et permanente parce qu'il y a un péristaltisme. Des fois, il y a un arrêt brusque de la douleur, le malade n'a plus de douleur. Là aussi, ça peut nous inquiéter. Ça peut nous inquiéter parce que c'est possible que cette anse qui a lutté contre l'obstacle, elle est maintenant en un stade de nécrose, elle est ischémique. Donc, s'il y a une nécrose, il n'y a plus de péristaltisme, il n'y a plus de douleur. D'accord? Donc, c'est deux signes qui peuvent être péjoratifs. C'est l'absence de la douleur et la présence d'une défense localisée. Normalement, en cas d'occlusion intestinale, il y a un ballonnement abdominal, il n'y a pas de défense généralisée et la défense, si elle existe, elle doit nous alarmer. Voilà. L'auscultation, donc on peut trouver un borborygme, ça c'est en rapport avec un hyperpéristatisme, le signe de lutte, en amont de l'obstacle. En amont de l'obstacle, soit il y a un silence abdominal qui traduit la paralysie de l'intestin, c'est-à-dire qu'il y a une occlusion, soit l'intestin, il est en strangulation, il y a un facteur vasculaire, il y a une nécrose, ça veut dire que c'est un signe d'alarme aussi. La palpation comporte l'examen attentif des orifices herniens. C'est au début, il y a l'inspection, on cherche les orifices herniens, parce que là, on est devant une occlusion intestinale. L'occlusion intestinale, comme je vous ai dit au début, c'est un syndrome. On ne sait pas quelle est l'origine de cette occlusion. Il faut chercher les causes de l'occlusion. Donc, à l'examen clinique, quand un malade se présente en occlusion, je dois l'examiner. Et bien sûr,
je dois être rapide, parce que l'occlusion intestinale, si elle est à la mécanisme par strangulation, il ne faut pas traîner, il faut être rapide et efficace. Donc, l'examen rapide, je vais chercher les orifices herniaires. La première des choses, les orifices herniaires, une hernie inguinale, ou une hernie de la ligne blanche, une hernie ombilicale, ou une éventration, peut s'étrangler. Elle peut s'étrangler et elle va donner une occlusion intestinale. On a aussi un abdomen, par exemple, cicatriciel. On va examiner un malade, on va trouver une cicatrice de l'aparotomie. Donc, vous savez qu'un abdomen cicatriciel qui a été opéré, qui a été ouvert, donc il y a beaucoup de risques de faire des occlusions sur bride. Il y a formation de bride. Donc, dès qu'on touche le péritoine avec la main, on traumatise le péritoine et il va avoir une formation de bride. C'est comme des petites cordes qui vont se former entre les os intestinales ou entre les os et la paroi abdominale. Bien sûr, je cherche les signes de toucher pelvien, je fais un toucher rectal. Bien sûr, vous savez que devant une occlusion intestinale, systématiquement, vous faites un toucher rectal. Surtout si vous ne trouvez pas l'origine de l'occlusion à l'examen clinique, on peut avoir une occlusion par obstruction colique. Colique, il n'est pas accessible au toucher, mais rectal, on peut toucher une tumeur du rectum. Une tumeur du rectum peut se manifester à un stade tardif par un syndrome occlusif. C'est-à-dire, rien ne passe, rien ne sort par l'anus. Et là, quand je fais un toucher rectal, j'ai mon diagnostic. Je touche une tumeur qui est en obstruction. Rien ne passe. Elle est circonférentielle, rien ne passe. Donc là, on a une occlusion intestinale par une tumeur rectale. Donc, vous voyez que mon examen clinique, il est très important. Il va m'aider à trouver l'origine de cette occlusion. Donc, vous voyez, on a 3 gestes fondamentaux à ne pas oublier. Je l'ai mis à part 3 points pendant une occlusion, quand un malade se présente dans un tableau d'occlusion intestinale. Donc, je dois chercher toujours une cicatrice abdominale qui va m'orienter vers, dans 90% des cas, vers une bride. Je dois faire toujours un toucher rectal à la recherche d'une tumeur du rectum et je dois toujours examiner les orifices herniaires. Donc déjà, si je fais ça, cette clinique, elle va m'aider dans 80% des cas à trouver un diagnostic. D'accord. Voilà, donc une fois j'ai examiné mon malade, je suspecte une maladie, une origine de cette occlusion, je confirme mon diagnostic par une simple radiologie de l'abdomen. Un abdomen sans préparation va me confirmer la présence ou non d'une occlusion. Donc un abdomen sans préparation debout de face, s'il y a une occlusion intestinale, il va nous montrer un signe fondamental qui est les niveaux hydro-aériques. Donc, dès qu'il y a une occlusion, il y a un niveau. Ça veut dire qu'il y a un obstacle. Cet obstacle, il va empêcher le passage de liquide et de gaz. Donc, ces liquides et ces gaz vont s'accumuler en amont de l'obstacle. Le liquide est en bas et le gaz est en haut et ça forme un niveau. Donc, il y a associé une image d'opacité à bord supérieur horizontal correspondant au niveau liquide surmonté d'une clarté gazeuse. Donc, là, j'ai un abdomen sans préparation, il me confirme la présence d'une occlusion parce qu'il y a un niveau. S'il y a un niveau, ça veut dire qu'il y a un obstacle. Mais je n'ai pas l'origine de cet obstacle, je ne sais pas. Cet obstacle, il est secondaire à quoi? Qui a provoqué cet obstacle? Donc, il y a un autre examen plus performant qui va beaucoup m'aider, c'est le scanner. C'est la commodocytométrie abdominale sans injection, produit central ou avec l'injection. Donc, cet examen, il est réalisé souvent devant ce tableau en occlusion, dont la cause n'est pas évidente d'emblée. Donc, on ne sait pas, parce que j'ai examiné tout mon malade, tout est normal. Les orifices sont libres, toucher rectal normal, il n'y a pas de cicatrice. Donc là, il y a une occlusion, mais je suis perdu, je ne sais pas quelle est l'origine de cette occlusion. Là, le scanner, il va me dire, il va me dire il va poser le diagnostic positif, il va me dire qu'il y a une occlusion intestinale, il y a un obstacle, il y a une dilatation en amont de l'obstacle, mais surtout, il va me préciser le siège de cet obstacle. Il est où? Est-ce qu'il est intestinal? Est-ce qu'il est colique? Est-ce qu'il est rectal? Il va me dire, c'est quoi comme obstacle? Est-ce que c'est une tumeur? Est-ce que c'est un volvulus? Est-ce que c'est une bride? Donc, vous voyez, ce scanner, il est très, très important en urgence. Il va beaucoup m'aider.
Il va me préciser le diagnostic, il va me préciser le siège de l'occlusion, il va me dire quel est le type, quelle est la cause de cette occlusion. Ici, on n'a pas l'occlusion, on n'a pas un scanner disponible, bien sûr, normalement, devant un abdomen sans préparation, on a un syndrome occlusif clinique confirmé par l'ASP. Si je n'ai pas un scanner disponible devant moi, je ne peux pas attendre. Je dois opérer mon malade. D'accord? Des fois, on a une suspicion d'un problème chronique, une occlusion chronique par volvulus, par exemple. Là, on peut faire un lavement opaque au produit hydrosoluble qui peut être utile au diagnostic et même préciser l'obstacle et sa nature. Des fois même, il peut réduire, c'est-à-dire il peut dévolvuler le côlon qui est volvulé. Mais en général, on ne fait plus de lavement, c'est l'abdomen sans préparation, c'est le scanner. Donc, vous avez fait le diagnostic d'occlusion intestinale aiguë, vous avez de la chance, vous avez un scanner, vous avez fait un scanner, vous savez ce que c'est, l'origine et le siège, donc vous devez évaluer le retentissement sur l'état général de cette occlusion. Donc, comment vous devez chercher le retentissement sur l'état général? Donc, il faut rechercher des signes cliniques d'hypovolémie. Donc, dès qu'on a un troisième secteur, il y a des pertes hydroélectrolytiques. Donc, dès qu'il y a une perte hydroélectrolytique, dans le troisième secteur, qui est un secteur perdu pour le corps humain, donc il va avoir un choc hypovolémique. Donc on aura une tachycardie, une hypotension artérielle, une oligurie. Oligurie, qui traduit l'insuffisance rénale aiguë, une hypotension artérielle par perte liquidienne importante, par choc hypovolémique, et la tachycardie. Si vous avez des signes d'hypovolémie ou des signes de choc, ça veut dire qu'on est déjà dans un stade évolué. Le pronostic il est mauvais, il faut faire vite. D'accord? Ça, c'est l'évaluation sur le retentissement général. Donc, on peut avoir un état de choc hypovolémique, on peut avoir une insuffisance rénale fonctionnelle par hypoperfusion rénale, et aussi par la déshydratation le plus souvent extracellulaire, qui est en rapport avec le troisième secteur. Et bien sûr, étudier l'équilibre acide-base pour reconnaître une alcalose chlorénique d'une occlusion haute. Vous savez que plus l'occlusion est haute, plus il y a une perte hypochlorémique. D'accord? Donc une alcalose qu'il faut corriger le plus tôt possible. Voilà. Une fois on a évalué le retentissement sur l'état général, on va essayer d'avoir, si on n'a pas un scanner par exemple, on va essayer de déterminer, vous êtes en urgence dans un coin perdu, vous n'avez pas des examens complémentaires à part l'abdomen sans préparation, vous devez chercher le type d'occlusion, c'est-à-dire vous devez classer. Est-ce que c'est une occlusion par obstruction ou par strangulation, ou est-ce que c'est une occlusion fonctionnelle? Et bien sûr, chercher le siège de cette occlusion, comme on a vu tout à l'heure. Donc, l'essentiel est de regrouper rapidement les éléments qui vont permettre de poser une indication opératoire en urgence. C'est ça le but de ce cours d'aujourd'hui. C'est de comprendre qu'une occlusion intestinale, on a une occlusion intestinale qui peut attendre et on a une occlusion intestinale qui est l'extrême urgence. Il y a la participation vasculaire, comme je vous ai dit tout à l'heure, et il y a le temps de 6 heures. Un organe qui n'est pas perfusé, qui n'est pas transfusé, pendant 6 heures, c'est la mort, c'est la nécrose. D'accord? Ici, il y a nécrose, le pronostic est péjoratif. Il faut éliminer, bien sûr, devant déterminer le type, vous allez chercher le mécanisme, est-ce que c'est obstruction ou strangulation? Là, il faut éliminer, bien sûr, une constipation grave chez certains malades, donc qui peut se comporter comme une occlusion fonctionnelle. Donc, distinguer l'occlusion fonctionnelle aussi, qui n'implique pas la sanction chirurgicale en urgence. Donc, vous aider, il faut éliminer une constipation grave, éliminer aussi une occlusion fonctionnelle. Une occlusion fonctionnelle, ça veut dire que ce n'est pas vraiment urgent, ce n'est pas comme l'occlusion par strangulation. Il faut l'occlusion fonctionnelle, il faut chercher la cause. Et préciser le siège et le mécanisme en cas d'occlusion mécanique. On va voir premièrement comment on va éliminer une constipation grave. Donc, les constipations graves,
elle est opiniâtre, elle est favorisée par un alitement prolongé. En général, c'est des sujets âgés qui sont alités. Ils ne marchent pas, ils ne sont pas debout, ils sont tout le temps alités. Ils ne boivent pas, il y a une restriction hydrique, ils sont déshydratés. Ils prennent des médicaments tous les jours chroniques, c'est des maladies chroniques. En général, ça stagne, on a des fécalants. Des fécalants. Là, ça devient des fois comme un obstacle par obstruction, ça peut donner une occlusion par obstruction par fécalant. On peut avoir un syndrome d'Ogilvie dans les constipations graves. C'est quoi un syndrome d'Ogilvie? Un syndrome d'Ogilvie, c'est une colectasie, un côlon qui est très distendu, avec arrêt des matières et des gaz, mais sans obstacle. Il n'y a ni obstacle, ni un problème fonctionnel ou inflammatoire. Donc, c'est le côlon qui fait une paralysie. Il se distend et rien ne passe. Le malade fait un syndrome occlusif transitoire. D'accord? Donc, il n'y a pas d'obstacle. Et il n'y a pas aussi une occlusion secondaire fonctionnelle ou inflammatoire. D'accord? C'est le syndrome d'Ogilvie. Pouvant conduire à une véritable syndrome d'occlusion, une véritable occlusion fonctionnelle, et peut prendre le masque d'un syndrome occlusif. Donc, vous voyez, vous avez un malade en occlusion qui se présente en occlusion, vous devez faire rapidement la part des choses. Donc, vous devez éliminer tout ça pour garder en urgence et surtout dans la tête l'occlusion par strangulation. Toujours commencer par chercher les signes de retentissement d'une occlusion par strangulation. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, les constipations graves sont caractérisées par un arrêt des matières et des gaz remontant souvent à plusieurs jours. Donc, une occlusion mécanique, plusieurs jours, c'est pas possible, le malade ne peut pas rester plusieurs jours. L'examen, vous allez trouver un abdomen qui est météorisé, tympanique, mais on a des matifiés au niveau du flanc, on n'a pas un tympanisme. Ça veut dire, les gaz sortent, il y a quelques gaz qui sortent, mais le malade ne se rencontre pas. Mais il y a des matifiés, ça veut dire qu'il y a la présence des matières. Donc, le côlon, il est plein de matière. Le toucher rectal, l'ampoule rectale, elle est remplie de matière aussi. Le rectum n'est pas vide, il n'y a pas une tumeur rectale. Et l'abdomen de préparation, là, quand je fais un abdomen sans préparation, il va me montrer une distension gazeuse, mais là, la différence, il n'y a pas de niveau. Il n'y a pas de niveau hydro-aéré. Donc, il n'y a que des gaz, mais il n'y a pas de liquide, il n'y a pas un niveau. Ça veut dire qu'il n'y a pas une occlusion, il n'y a pas un obstacle. Donc, on a éliminé une constipation grave. Deuxièmement, on doit préciser le type d'occlusion. Est-ce que c'est une occlusion fonctionnelle ou est-ce que c'est une occlusion mécanique? Comment reconnaître une occlusion fonctionnelle? Donc, l'occlusion fonctionnelle, elle se caractérise par une paralysie intestinale réactionnelle. C'est-à-dire que les intestins ne sont pas malades. Il n'y a pas un corps étranger ou il n'y a pas un obstacle physique au niveau de l'intestin qui provoque l'occlusion. Donc, elle est réactionnelle à un problème quelque part dans le territoire. Donc, ces problèmes-là, on va les voir tout à l'heure. Donc, quand on examine le malade, il n'y a pas de bruit hydroaérique à l'auscultation. Donc, il n'y a pas de signe de lutte, il n'y a pas de signe d'hyperpéristatisme. Le liquide gastrique est peu abondant et clair. Ça veut dire qu'il n'y a pas de matière dans l'estomac. Et les signes généraux, cliniques et biologiques, sont modérés. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas vraiment très élevés. Ils ne sont pas graves. Donc, la radiographie, quand on fait un abdomen sans préparation, il va nous montrer une dilatation diffuse du grêle et ou du côlon. Soit les deux, soit l'un des deux. On appelle une aéroilie ou une aérocolie. On les rencontre lors d'un épisode douloureux, intra- ou rétropéritonéal. Donc, quand on a une douleur abdominale, par exemple, une crise aiguë de douleur, cette crise, la plus fréquente, c'est la colique néphritique, par exemple. Cette colique néphritique peut provoquer un illus réflexe. D'accord? Elle va provoquer un illus réflexe transitoire dû à cette douleur, à cette crise douloureuse. On peut avoir aussi un illus réflexe au contact d'un foyer infectieux. Par exemple, si on a une appendicite, une sigmoïdite, une cholécystite ou n'importe quel foyer inflammatoire sur le côlon, il peut se traduire par un illus réflexe
inflammatoire. Donc, pour éviter de, comme je vous ai dit tout à l'heure, de disséminer les germes dans toute la cavité péritonéale. La pancréatite aiguë aussi, elle peut donner un tableau d'occlusion fonctionnelle. Chez les vieillards atteints de troubles neurologiques, peuvent aussi avoir, par exemple, maladie de Parkinson ou des troubles psychiatriques, peuvent avoir des occlusions fonctionnelles. Les occlusions mécaniques, donc comment les reconnaître, sont plus fréquentes. Donc en urgence, vous n'allez pas voir beaucoup d'occlusions fonctionnelles ou occlusions réflexes. C'est surtout beaucoup plus, c'est les malades qui ont une occlusion mécanique qui vont se présenter en urgence. En général, les occlusions fonctionnelles, vous allez les voir à l'hôpital pour les malades hospitalisés. Les occlusions mécaniques sont les plus fréquentes et relèvent d'un transfert d'urgence en milieu chirurgical. Donc, une occlusion intestinale doit être vue et examinée et gardée dans un milieu chirurgical. Elles peuvent siéger sur le grêle ou le côlon. Donc, on sait qu'il y a une occlusion mécanique, mais on ne sait pas est-ce que c'est le grêle ou le côlon. Donc, comment savoir? Le mécanisme relève soit donc obstruction, strangulation, qu'on doit chercher à l'examen clinique. On peut avoir des signes directs ou indirects, une obstruction ou de strangulation. Donc, les signes généraux, cliniques et biologiques sont plus marqués par rapport à l'occlusion fonctionnelle. Donc, vous allez voir l'examen clinique et les examens biologiques sont plus marqués par rapport à l'examen ou au bilan biologique d'un malade qui a une occlusion fonctionnelle. Préciser le mécanisme et le siège de l'occlusion. Donc, est-ce que c'est une occlusion par strangulation ou par obstruction? Comment savoir? Donc, on va voir premièrement une occlusion par strangulation. La douleur, elle est brutale. Le malade, il est normal et hop, brutalement, il y a installation de la douleur. Elle est permanente et elle est intense. Donc, les conséquences générales sont précoces. Donc, le malade, il est tout à fait normal et brusquement, changement de son comportement brusque, il présente une douleur atroce. Avec cette douleur, elle est intense, elle est permanente. Donc, cette douleur, comme on a dit à la physiopathe, c'est dû à la lutte, l'hyperpéristatisme pour essayer de lever l'obstacle intestinal. Donc, cette douleur, elle a comme conséquence, précocement, se traduit par l'apparition rapide d'un choc, d'un état de choc. Donc, c'est la strangulation. Donc, ça veut dire qu'il y a une participation vasculaire. Il y a des vaisseaux, le méso, l'intestin du côlon qui est étranglé. Donc, on peut avoir un état de choc précoce dans les 6 heures. Dans les 6 heures, on peut avoir un état de choc. L'examen retrouve en général un météorisme, asymétrie, voire une dépense localisée. Par dépense localisée qui signe une souffrance, violence intestinale. Il existe un silence peut exister un silence auscultatoire, comme je vous ai dit tout à l'heure. L'ASP, quand on fait un abdomen sans préparation, il va nous montrer une once dilatée en arceau, avec 2 niveaux liquides, c'est-à-dire image en U renversée. Et le retentissement d'amont sous forme dense, arciforme dilatée avec des niveaux liquides. D'accord? Donc, en cas d'occlusion par strangulation, on va avoir à l'abdomen sans préparation des niveaux liquides qui sous forme d'un U renversé. D'accord? Et le retentissement d'amont sous forme dense arciforme. C'est des arcs dilatés avec des niveaux liquides. Donc, c'est des anses sous la forme d'un arc. Donc, les reconnaître quand on associe à l'abdomen sans préparation, c'est fondamental, c'est important, elle va nous orienter vers le mécanisme par obstruction. Ça veut dire qu'il y a une lésion vasculaire, ça veut dire que c'est urgent. L'existence de cet élément ischémique rend compte de l'extrême urgence. Il faut intervenir avant le stade irréversible de la nécrose, qui implique une résection intestinale en urgence. Donc la nécrose implique une résection. Et s'il n'y a pas de nécrose, bien sûr, on va voir tout à l'heure, on ne résecte pas la lance qui n'est pas nécrosée parce qu'on est intervenu dans le temps. Et avant le stade de la perforation des péritonites, qui aggrave encore le pronostic. S'il y a une nécrose, cette nécrose, si on n'intervient pas à ce stade de nécrose,
cette nécrose peut se perforer et donner une péritonitose qui va encore aggraver le pronostic. Ça, c'est le tableau, c'est le mécanisme par strangulation. On va voir maintenant le mécanisme, comment savoir un mécanisme par obstruction. Voilà, qui se présente en urgence, en occlusion. Comment ça se présente le mécanisme par obstruction? En cas d'obstruction, le début de la maladie est progressif, il n'est pas brutal. La douleur n'est pas aiguë, elle n'est pas d'installation rapide, aiguë. Comme ça, le malade était tout à fait normal, il n'avait rien du tout, et tout d'un coup, il fait des douleurs. Là, c'est l'apanage des strangulations. Par contre, dans l'obstruction, parce qu'il y a un obstacle au niveau de la lumière intestinale, digestive, cet obstacle il est en train d'augmenter progressivement. L'obstruction, elle ne s'installe pas rapidement comme ça d'emblée. Donc, l'obstruction, elle s'installe progressivement et le malade, on va voir qu'il va faire des signes on va voir tout à l'heure, des signes de clinique, c'est-à-dire qu'il va faire des constipations, diarrhée. Ça veut dire qu'il y a un problème mécanique au niveau du sang digestif. Parfois, les douleurs sont moins intenses et les vomissements sont tardifs, voire absents. Le météorisme, il est diffus. Il existe un hyperpéristatisme intestinal. Donc, il essaie de lutter, cet hyperpéristatisme, il essaie de lutter contre cet obstacle pour essayer de reprendre le transit. Il est responsable de crises douloureuses abdominales, de coliques intermittentes. D'accord? Donc, la douleur, les coliques ne sont pas intenses et ne sont pas continues, comme en cas d'occlusion par strangulation. Suivi parfois d'une sédation avec des bruits de gargouillement ou une débâcle de matière, qu'on appelle le syndrome de Kunig. Donc le malade se présente dans un syndrome occlusif, il a mal, il a des douleurs, il a des signes de péristatisme qui essaie de lever cet obstacle. Et des fois, le malade reprend spontanément le transit à type de diarrhée, par exemple, parce qu'il a une stagnation de sel qui va stagner en amont de l'obstacle. Cette selle-là, elle va se liquifier et va entraîner des selles diarrhéiques liquides. Donc le malade peut reprendre son transit à travers un petit pertuis, par exemple sur une tumeur qui n'obstrue pas complètement la lumière colique. Elle peut avoir un petit orifice qui va permettre le passage de matière liquide. D'accord? C'est ce qu'on appelle le syndrome de Kunig. Le retentissement général, il est tardif dans les occlusions obstructives. Donc, vous voyez, par rapport à la retentissement par strangulation, le retentissement, il est précoce. Là, il est tardif. On a le temps de réagir devant une occlusion par obstruction. Et à l'auscultation, on a une augmentation du bruit hydroaéré. La radiographie peut nous montrer des images variables, donc en fonction de l'étiologie, mais beaucoup plus pour leur topographie qui est diffuse. Donc ça dépend de la cause de cette obstruction, on va avoir des images différentes. Donc l'urgence est moins grande par rapport à l'occlusion par strangulation. Mais tout retard, même si on est devant une obstruction, ça ne veut pas dire qu'on va lâcher notre malade. Il faut le prendre en charge rapidement, parce que c'est vrai, il n'y a pas d'urgence vitale dans les 6 heures, mais je ne dois pas le libérer, je dois le prendre en charge. Donc, tout retard va aggraver la distension d'amont et faire apparaître un risque vasculaire pariétal. Donc, si je laisse mon malade avec une tumeur, par exemple, un obstacle au niveau du côlon gauche, par exemple, cet obstacle il va résister, le malade, parce qu'il n'y a pas une compression, il n'y a pas une atteinte vasculaire du sang méso, il n'y a plus la lumière colique qui est obstruée. Cet obstacle-là, si on ne va pas le prendre en charge, le malade il tarde à consulter, 24 heures, 48 heures, 72 heures, il va avoir une dilatation en amont de cet obstacle. Il y a une tumeur circonférentielle, il y a une obstruction, ça veut dire qu'il va y avoir une dilatation en amont. Surtout, ça se voit au niveau du côlon gauche. Du côlon gauche, au niveau du sigmoïde, il peut y avoir une tumeur au niveau du sigmoïde très fréquente. Elle va, si elle n'est pas prise en charge précocement, il va y avoir une dilatation en amont de cet obstacle. Cette dilatation, elle se propage jusqu'à ce qu'elle arrive au niveau du séquence, au niveau de la valve iliocécale. Là, le séquence, il va se dilater. Plus on tarde, plus le séquence se dilate. Et là, si la dilatation va augmenter de volume, va dépasser les limites, on va voir ce
C'est ce qu'on appelle une perforation diastatique. La perforation diastatique, c'est la perforation en amont d'un obstacle. Ce n'est pas l'obstacle lui-même qui va se perforer, qui va subir le geste, c'est à distance, c'est au niveau du séquence. Et si comme il se dilate, il va s'éclater, il va se perforer. Il va donner une péritonite. Donc, c'est le pronostic, il est plus grave. Donc, ça, c'est en cas d'obstruction, mais le malade n'est pas pris en charge. Il traîne, il a présenté les signes cliniques pendant 3 jours, 4 jours, il n'est pas pris en charge. Donc, il peut aussi évoluer vers la perforation diastatique. Ou même, voire même la perforation du segment qui est en occlusion. Donc, l'examen clé qui va nous aider, bien sûr, comme on a dit tout à l'heure, c'est le scanner. Il est très utile. Il va nous préciser l'obstacle qui correspond à une zone de jonction entre l'intestin dilaté en avant et l'intestin d'aval qui est plat. Donc, il va nous dire à quel niveau est l'occlusion. Il va nous déterminer la nature de l'obstacle. Est-ce que c'est une tumeur? Est-ce que c'est une torsion? Est-ce que c'est un volvulus? Il va nous dire la cause de cet obstacle. Il va le diagnostic de siège. Donc, on a vu au début savoir le retentissement sur l'état général du malade qui vient en occlusion, un tableau d'occlusion. Il faut rapidement chercher le retentissement général. Puis, on va chercher le mécanisme de cette occlusion. Est-ce que c'est une occlusion fonctionnelle ou mécanique? Quand on a une occlusion mécanique, il faut rapidement chercher les signes de strangulation. Est-ce que c'est une occlusion par strangulation ou par obstruction? D'accord? Maintenant, j'ai le diagnostic, j'ai le mécanisme, je dois chercher le siège. Est-ce que c'est une occlusion intestinale, intestin grêle, ou est-ce que c'est une occlusion colique? Donc, la distinction entre les occlusions du grêle et les occlusions du côlon, elle est clinique et radiologique. Donc, dans les occlusions du grêle, ça veut dire que c'est une occlusion haute. On a les signes les plus précoces, c'est les vomissements. Donc, les vomissements sont précoces. Et l'arrêt des matières et des gaz est tardif. Les signes de déshydratation extracellulaire sont plus marqués. Et ceci d'autant plus que l'obstacle siège haut. Ça veut dire qu'on a des pertes, on a le troisième secteur, on a les vomissements. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de pertes liquides. Donc, la déshydratation, elle est plus importante en cas d'occlusion haute par rapport à l'occlusion basse. L'abdomen sans préparation, il va nous montrer des niveaux liquides. Donc, des niveaux liquides qui sont plus larges que hauts, ils sont nombreux, ils sont centraux, avec des plis circulaires visibles d'un bord à l'autre de la lumière digestive, c'est-à-dire les valvules qu'on y voit. Ça correspond à des niveaux de siège grélique, c'est-à-dire intestinal. Donc, ce sont des niveaux plus larges par rapport, on va voir les niveaux du côlon, les occlusions du côlon, les niveaux d'intestin, les occlusions de l'intestin grêle, les liquides sont plus larges, ils sont nombreux, il y a beaucoup de niveaux, ils sont centraux, ils ne sont pas périphériques. D'accord? Retenez ces 3 signes importants. Dans l'occlusion du côlon, par contre, c'est l'inverse. On a les vomissements qui sont tardifs, parce qu'il est loin le côlon par rapport à l'estomac, et on a l'arrêt des matières et des gaz qui sont précoces, parce qu'ils sont proches de l'anus. Le côlon est proche de l'anus. Donc, les signes de déshydratation extracellulaire sont modérés, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pertes liquides, par rapport comme dans les occlusions hautes. Les niveaux hydroaériques, là, à l'abdomen, sans préparation par rapport au niveau de l'intestin grêle, sont plus larges par rapport à, sont plus hauts que larges par rapport au niveau de l'intestin grêle. Ils sont de siège périphérique. Donc, dans les niveaux de l'intestin grêle sont centraux. Dans les occlusions coliques sont périphériques. Les plis, les ostrations ne sont pas visibles que sur la moitié de la circonférence de l'intestin. D'accord, là, vous avez fait votre tableau, vous avez un tableau clinique, l'occlusion intestinale, vous savez maintenant est-ce qu'elle est de quel type, son mécanisme, le siège et tout. Maintenant, on a le siège, on a le type, on a le mécanisme, mais maintenant, il faut savoir quelle est l'origine de cette occlusion. Qui a provoqué cette occlusion? Si c'est colique, qui a provoqué cette occlusion?
tissu intestinal, ce qui a donné cette occlusion. Donc, on va voir les diagnostics étiologiques. On va essayer de voir les causes des occlusions. On va commencer par les occlusions mécaniques de l'intestin grêle. D'accord? Sur l'intestin grêle, on va voir les deux types de mécanismes, c'est-à-dire par strangulation et par obstruction sur l'intestin grêle. D'accord? Donc, retenez bien, on va commencer par les occlusions mécaniques de l'intestin grêle, pas du côlon. Et dans l'occlusion mécanique, on a les deux types, l'estrangulation et l'obstruction. Premièrement, l'occlusion par strangulation. Quel est le diagnostic le plus fréquent en cas d'occlusion par strangulation sur l'intestin grêle? On va avoir le volvulus du grêle sur bride. Donc, c'est une bride, comme on l'a dit tout à l'heure, la bride qui survient beaucoup plus sur un abdomen cicatriciel, un abdomen qui a déjà une balafre, il a une cicatrice de la parotomie. Donc, dès qu'on a une cicatrice sur l'abdomen, attendez-vous à ce qu'on ait une bride dans l'abdomen. Donc, les causes d'occlusion intestinale aiguë la plus fréquente, donc le volvulus sur bride, c'est avant tout une maladie du patient, la parotomisée, qui a eu une cicatrice. Le tableau est typique, donc c'est une occlusion par strangulation. On a vu les tableaux cliniques des occlusions par strangulation. Donc, les lésions responsables qui peuvent provoquer cette bride, c'est une bride post-opératoire qui rétrécit le pied de l'anse et facilite la rotation de l'anse et sa torsion. Toutes les interventions chirurgicales peuvent laisser en place des brides, mais surtout les interventions des tâches sous-mésocoliques. D'accord? Les interventions des tâches sous-mésocoliques sont beaucoup plus favorables à des occlusions sur bride. Deuxième pathologie, donc on a vu au début le volvulus du grêle sur bride. On va avoir, deuxième pathologie fréquente, c'est l'hernie étranglée. Une hernie étranglée, c'est quelqu'un qui vient consulter dans un tableau occlusif. Quand j'examine mon malade, je trouve au niveau de l'orifice cardiaque, par exemple, une hernie qui est étranglée. Ou hernie étranglée ou une éventration. Donc la différence entre hernie et éventration, hernie, il n'y a pas de cicatrice. Le malade n'a pas été opéré, il y a un orifice naturel. Et l'éventration, c'est une hernie qui survient sur un abdomen cicatrisé, sur une cicatrice, sur une laparotomie. Donc c'est un accident qui est évolutif, classique. Il peut être grave parce que, en cas d'hernie étranglée, on peut avoir la participation des vaisseaux, parce que le vaisseau, le mésentère de l'intestin, il se trouve lié aussi dans l'orifice herniaire. Surtout, c'est les sujets âgés, qui sont tarés et gravataires. Donc, celle-ci justifie le traitement systématique à 3 de toute hernie diagnostiquée. Donc, un malade qui a une hernie qui n'est pas compliquée, il faut le conseiller à se faire opérer avant qu'il y ait l'installation de la complication. C'est-à-dire que c'est l'étranglement de la hernie. Donc, toute hernie, bien sûr, surtout chez un sujet jeune, qui n'est pas compliqué, il faut le conseiller à consulter et à se faire programmer pour une cure chirurgicale de sa hernie. Quels sont les signes d'étranglement herniaire? Donc, un malade qui se présente, il a un antécédent d'hernie, mais il ne fait pas d'occlusion. Mais cette fois-ci, il vient dans un tableau d'occlusion. Comment je vais savoir que cette hernie, elle est étranglée? Donc, la douleur, elle est maximale au niveau du collet. C'est-à-dire là où il y a l'orifice de l'hernie, là, la douleur, elle est là. Le malade, il vient avec sa main, qui met sa main au niveau de l'orifice de la hernie. La douleur, elle est aussi au niveau de ce collet, au niveau de cet orifice. La hernie, elle est plus impulsive à la toux. C'est quoi une douleur? La perte de l'impulsivité à la toux. C'est-à-dire quand je demande au malade de tousser, il n'y a rien de changé. Il y a la boule, il y a la tuméfaction, la hernie qui est à l'extérieur. Il tousse et il ne tousse pas, elle est toujours en place. Donc, elle n'est plus impulsive à la toux. Au moment où une hernie, elle n'est pas étranglée, elle est réduite. Quand on demande au malade de tousser, on voit une boule qui sort au niveau de l'orifice, à travers l'orifice. Là, c'est l'inverse. Donc, malade de tousse, on a toujours la tuméfaction. Elle sort pas et elle rentre pas. Et bien sûr, l'examen, quand je vais toucher cette tuméfaction, cette hernie qui est étranglée, elle ne se réduit pas, elle ne rentre pas dans la cavité péritonéale.
parce que des fois, on peut avoir une hernie étranglée. Parfois, c'est le malade lui-même qui réduit son hernie, qui fait rentrer son hernie. Il y a des anses, il y a des collants, il y a des pigments qui sortent à travers un sac hernière et qui sort sous la peau. Au niveau, on a une tuméfaction au niveau de l'aire inguinale, hernière. Le malade lui-même, il réduit sa hernie. Mais des fois, cette hernie, elle est irréductible. Donc, si elle est irréductible, ça veut dire qu'elle est étranglée. Un autre diagnostic d'occlusion par strangulation intestinale, c'est-à-dire sur le grêle, c'est l'invagination. Donc, l'invagination, vous savez c'est une pathologie très fréquente chez les nourrissons. Mais il faut la retenir, elle peut exister aussi chez l'adulte. Elle n'est pas fréquente, mais elle existe. Si elle existe, une malade, un adulte fait une invagination, un tableau d'occlusion par invagination, ça veut dire que cette invagination n'est pas venue comme ça toute seule. Elle est secondaire en général à une tumeur ou un obstacle, une adénopathie, qui va provoquer cette invagination. C'est pas comme chez le nourrisson, l'invagination, on n'a pas un problème, il n'y a pas de lésion organique, il y a une fonction fonctionnelle. Il y a pardon, une invagination qui survient comme ça, sans obstacle. On a vu maintenant les principales pathologies, l'occlusion par strangulation au niveau de l'intestin grêle. Donc on a vu le volvulus sur bride, on a vu l'invagination intestinale et on a vu l'hernie étranglée. Donc, 3 pathologies les plus fréquentes. Et en cas d'occlusion par obstruction au niveau de l'intestin grêle, qu'est-ce qu'on peut avoir comme obstruction? En général, l'obstruction de l'intestin grêle, elle est rare. Et beaucoup plus l'obstruction, elle est au niveau du côlon, par une tumeur, en général. Mais au niveau de l'intestin grêle, on peut avoir, mais rarement, des obstructions. Par exemple, l'obstruction qu'on peut avoir, c'est l'ileus biliaire. Donc, c'est quoi un ileus biliaire? Heureusement, c'est une complication qui est rare d'une cholécystite aiguë, d'un problème biliaire, vésiculaire. Donc, il y a un calcul au niveau de la vésicule biliaire. Cette vésicule peut être enflammée et donner une cholécystite aiguë. Cette cholécystite, elle est au contact avec le duodénum ou avec l'intestin. Cette inflammation, avec le temps, elle va éroder la paroi digestive. Elle va permettre le passage d'un calcul de la vésicule vers l'intestin à travers le duodénum ou à travers même un calcul de la voie biliaire principale, mais c'est rare. Donc, c'est une migration d'un calcul de la vésicule vers l'intestin grêle à travers une fistule qui s'est formée. Donc, la fistule, c'est l'inflammation chronique qui va éroder la paroi intestinale ou duodénale. Il va avoir une migration d'un calcul au niveau de l'intestin grêle. Et ce calcul, il va circuler dans l'intestin grêle, il va être chassé par le péristaltisme jusqu'à il va se bloquer en général au niveau de la valvule iléocécale. Là, il ne peut pas sortir, il ne peut pas passer, il est assez gros, il ne traverse pas la valvule iléocécale, et là, il va provoquer ce qu'on appelle un ileus biliaire, une occlusion intestinale. Le malade va avoir un puits hyperpéristatisme pour essayer de chasser ce calcul dans le côlon, mais il ne passe pas. Donc, on a une douleur de l'hyperpéristatisme. Et le malade, il va présenter un tableau d'occlusion. Donc, s'il y a une obstruction au niveau de l'oreille, au niveau de la valvule iléocécale, donc il n'y aura plus de matière, ni de liquide, ni de gaz qui vont passer dans le sécom, et on a une installation de l'occlusion intestinale. Donc, comment la maladie biliaire peut être asymptomatique parce que le calcul n'est plus dans la vésicule, il est dans l'intestin, parce qu'il n'y a plus maintenant des douleurs au niveau du cocon droit. Et le diagnostic, comment savoir le diagnostic? On va faire un abdomen sans préparation. Donc, devant toute occlusion intestinale, je fais un abdomen sans préparation. Je vais trouver le niveau hydroaérique de l'occlusion intestinale et je vais trouver d'autres signes qui vont m'orienter vers l'ileus biliaire. Les autres signes qui sont soit je vais chercher l'image d'une aérobilie, ça c'est rare de la voir, aérobilie, ça veut dire qu'il y a de l'air qui passe de la voie biliaire vers le tube digestif. Donc il y a de l'air, il y a une communication, une fistule. Donc dès qu'il y a communication, ça veut dire qu'il y a passage de l'air.
Donc, s'il y a passage de l'air, ça veut dire qu'il y a une aérobilie dans la voie biliaire. Il est passé du tube digestif vers la voie biliaire. Et on a un deuxième site, peut-être des fois des radios opaques, on peut les voir au niveau de la fosse biliaire droite, sur un abdomen sans préparation. Si on arrive à voir une opacité, une calcification au niveau de la fosse biliaire droite, plus une image d'aérobilie au niveau de l'hippocampe droit, plus des niveaux hydroaériques, c'est le tableau d'un nébuleuse biliaire. Donc, c'est-à-dire c'est une occlusion intestinale secondaire à une migration d'un calcul de la voie biliaire vers le tube digestif. Deuxième cause, deuxième maladie d'obstruction qu'on peut avoir sur l'intestin grêle, c'est les tumeurs. Que ce soit ces tumeurs, que ce soit bénignes ou malignes, heureusement qu'elles sont rares sur l'intestin grêle, elles représentent 3% du tumeur du tube digestif. Donc la symptomatologie, elle est progressive, elle n'est pas aiguë, c'est par obstruction, c'est pas par strangulation, et qui peut réaliser ce qu'on appelle, comme on a dit tout à l'heure, le syndrome de Koenig, c'est-à-dire le malade présente un syndrome occlusif, qui va être spontanément résolutif. Le malade fait du syndrome d'occlusion spontanément résolutif. On a d'autres causes par obstruction qui sont rares. Par exemple, une carcinose péritonéale, c'est des nodules qui se déposent sur l'intestin, secondaires à des métastases de tumeurs digestives ou autres. On a des sténoses inflammatoires, par exemple, maladie de Crohn, qui peut donner une sténose intestinale. On a un hématome pariétal, qui est secondaire en général, des antivitamines K, c'est-à-dire le syndrome, malade qui est sous antivitamines K. Il n'est pas bien équilibré, donc on peut avoir un TP bas et va avoir un hématome au niveau des parois intestinales. On peut avoir des anomalies congénitales, par exemple comme le mésentère qu'on a, un diverticule de Meckel, qui peuvent donner des occlusions par obstruction. On peut avoir aussi des corps étrangers, un parasite, des ascaris, les désoates, donc tout ce qui entraîne une obstruction au niveau de la lumière intestinale. Voilà, c'est les occlusions mécaniques sur l'intestin grêle. On va voir les étiologies des occlusions mécaniques, mais sur le côlon. Donc, mécanique sur le côlon, on va les diviser en deux, bien sûr, comme l'intestin grêle, par strangulation et par obstruction. L'occlusion mécanique par obstruction au niveau du côlon, comme vous savez tous, la plus fréquente et la plus connue, c'est le volvulus du sigmoïde. Donc, on a un sigmoïde chez un patient, le plus fréquent, en général, c'est un sujet âgé. Le météorisme, il est important, il est asymétrique. Donc, ça veut dire, c'est le côlon, c'est le côlon sigmoïdien qui est très distendu, ballonné, très ballonné. Donc, on va avoir une asymétrie au niveau de l'abdomen. Ce n'est pas tout le tube digestif qui est dilaté, distendu. Donc, le météorisme, il est asymétrique. Et la masse, on va avoir un tympanisme oblique de haut, c'est-à-dire de la gauche vers la droite. Donc, il est allongé de la fosse iliaque gauche du sigmoïde vers l'hippocampe droit. Donc, c'est un côlon très distendu qui arrive jusqu'au côlon droit. L'abdomen sans préparation peut nous montrer une volumineuse image gazeuse du pelvis jusqu'au coupole diaphragmatique. Le lavement à la gastrographie montre la spire de torsion avec une image caractéristique en bec d'oiseau. Bien sûr, il y a aussi le diagnostic qui est confirmé par le scanner. Le scanner, il va vous montrer les signes de volvulus. Ça va montrer ce qu'on appelle le signe du tourbillon au niveau du scanner. Il va nous confirmer le diagnostic. Le traitement en urgence consiste en manœuvre. On peut, si on dispose d'un service d'endoscopie, on peut faire une détorsion de l'anse volvulée par voie endoscopique. Sinon, c'est la chirurgie. Enfin, bien sûr, on va voir tout à l'heure les principes du traitement de toutes ces étiologies. On a le volvulus, on a vu le volvulus du sigmoïde qui est le plus fréquent du volvulus du côlon, mais on peut avoir un volvulus du sécon, du côlon droit. En général, c'est des malades qui ont un côlon droit qui n'est pas fixé, il est partiellement fixé au niveau de l'angle côlon droit, et le reste, il est libre. Là, on peut avoir un volvulus, mais c'est très rare par rapport au volvulus du sigmoïde. Donc là, c'est
On a vu l'occlusion par strangulation, donc on volvulus, une torsion sur le méso du côlon pelvien, c'est une extrême urgence. Et on va voir là les occlusions par obstruction. Et l'occlusion par obstruction, le diagnostic le plus fréquent, que tout le monde le connaît, c'est les cancers colorectaux. Donc les cancers colorectaux, en général, le malade, il est souvent, peut-être il est asymptomatique, ou il a des signes qui ne l'alertent pas à consulter, des fois syndrome suboclusive, des fois constipation, des fois diarrhée, mais le malade n'est pas alarmé. Mais jusqu'à ce qu'il y ait une obstruction complète de la lumière podique. Là, si on a une obstruction complète par la tumeur, là, on a l'installation des signes du syndrome occlusif. Donc, la tumeur, le cancer colorectal est la cause la plus fréquente des occlusions du côlon. C'est un accident évolutif classique. Le tableau, il est progressif, donc il n'est pas aigu. Le malade, pendant un certain dernier jours, il commence à avoir une distension, une douleur qui commence à être douleur puis elle s'arrête la douleur, puis ça reprend d'intensité, puis elle augmente. C'est-à-dire que ce n'est pas un début brutal. Donc le tableau il est progressif, la distension elle est importante parce qu'il y a un obstacle qui est en train de se former et qui peut aboutir si le malade ne consulte pas. Si l'occlusion est là, la tumeur, si elle est circonférentielle, elle obstrue toute la lumière podique, et bien là, on va avoir une distension, une dilatation du côlon en amont de la tumeur sigmoïdienne. Donc tout ce qui est en amont du sigmoïde va se dilater jusqu'au sécrum. Là, on va s'arrêter au niveau du sécrum. Et là, si le malade ne consulte pas, c'est la perforation, le risque de perforation s'écarte, ce qu'on appelle une perforation diastatique, en amont d'un obstacle. Cette perforation, en général, survient si le diamètre de la dilatation dépasse les 12 ou 13 cm. Si le malade est à 12 ou 13 cm, ça veut dire que la perforation elle est imminente. Le scanner, bien sûr, en urgence, va nous confirmer le diagnostic, son siège et la nature de l'obstacle sur le côlon. Donc ça, vous avez vu le cancer du côlon. Les autres causes, bien sûr, on peut avoir une sténose inflammatoire ou cicatricielle, c'est-à-dire une sigmoïdite, une sténose, un malade qui a été déjà opéré, il a une anastomose iliocolique ou colocolique, cette anastomose peut se rétrécir et peut donner des occlusions. Mais ce sont des causes assez rares. Donc, comme on a vu, grosso modo, les étiologies, les principales étiologies, on a vu le mécanisme de survenue de cette occlusion. Maintenant, je dois prendre en charge rapidement mon malade. Il ne faut pas traîner, surtout s'il s'agit d'une occlusion par strangulation. Donc, le traitement de l'occlusion, il est presque toujours, je dis presque parce que c'est presque, parfois il est instrumental, mais on a rarement la chance d'avoir un service d'endoscopie présent par exemple le soir avec une petite de garde le soir qui peut intervenir sur un côlon pelvien et en volvulus. Sinon, c'est la quasi-totalité, c'est la chirurgie. Donc, vous voyez, l'endoscopie peut décompresser un volvulus sigmoïdien. Ou elle peut avoir, par exemple, en cas de tumeur du côlon sigmoïde ou du rectum, on peut placer ce qu'on appelle un stent à travers l'endoscopie, à travers un coloscope. C'est-à-dire, sans opérer un malade, on peut traiter l'urgence. On peut traiter l'urgence juste en levant l'obstacle. Il est nécessaire d'avoir une équipe de réanimation. C'est-à-dire le malade doit être hospitalisé dans un milieu médico-chirurgical. Parce que là, avant d'opérer le malade, il faut une réanimation rapide. Il faut le réanimer parce qu'il est en état de choc, soit il est en état de choc hypovolimique, soit il est en état de choc septique, soit il a perforé, donc il faut commencer la réanimation, il est en perte hydroélectrolytique. Donc, il est toujours précédé par un temps de traitement médical. Ça ne veut pas dire qu'il y a une occlusion, je vais réanimer mon malade. C'est vrai, je le réanime, mais ça ne veut pas dire que je vais le garder en réanimation. Il faut le ramener au bloc, le réanimer en salle opératoire, le perfuser, le remplir, le traiter en urgence.
à la salle, au sol opératoire. En même temps, je prépare l'intervention chirurgicale parce que je n'ai plus le temps. Le premier geste à faire devant une occlusion intestinale, bien sûr, c'est la mise en place d'une sonde nasogastrique. Cette sonde nasogastrique, elle va soulager le tube digestif. Il y a une distension importante, il y a de liquide, il y a de l'air dans le tube digestif en amont de l'obstacle, donc il faut soulager cette tension. Donc en effet, l'aspiration par la sonde permet de réduire l'accumulation du liquide. Elle va aussi rompre le cercle vicieux de la distension, de l'ischémie et parfois de reprendre le transit intestinal. Si il s'agit d'une occlusion fonctionnelle ou occlusion par obstruction, des fois on a par obstruction ou par bride, cette levée de l'obstacle peut permettre la reprise du transit. Des fois, le malade, s'il a une bride, le malade peut reprendre son transit si la bride ne prend pas toute la paroi digestive. Dans certains cas d'adhérence, comme je vous ai dit, occlusive, post-opératoire, l'évolution peut ainsi être favorable. Qu'est-ce qu'on doit faire en réanimation? Donc, elle comporte en priorité sur le remplissage. C'est la correction de l'hypovolémie. Le malade, il a un troisième secteur, il a perdu du volume, il a perdu du liquide, perte hydroélectrolytique, il est déshydraté, il a des troubles respiratoires, il a des troubles de l'équilibre acide-base. Donc, il faut corriger ce qu'on a vu en physiopathologie. Ce temps de traitement médical destiné à amener le malade à l'intervention. C'est-à-dire, quand je vais opérer mon malade, il n'est pas en état de choc septique et je vais l'aggraver encore par l'agression chirurgicale et anesthésie. Donc, un minimum de réanimation, il faut le rétablir, mais, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut que ce soit une réanimation rapide. Il faut lever le choc par remplissage. Donc, ce temps de traitement médical destiné à amener le malade à l'intervention, il doit être d'autant plus court que la vitalité intestinale est menacée. Imaginez que le malade il a consulté, par exemple, à midi, il avait la douleur à 8 heures du matin. Donc, ça fait déjà 4 heures ou 5 heures qu'il traîne. Et là s'il y a une occlusion par strangulation, le risque d'avoir une nécrose est imminent. Donc, il faut faire vite pour éviter une nécrose digestive. Le traitement chirurgical, il va dépendre de la cause de l'occlusion. Donc, on va opérer le malade, on doit lever l'obstacle. Pour les occlusions fonctionnelles, des fois, ça ne nécessite pas un traitement chirurgical. Quand on traite la cause, par exemple, quand on a vu tout à l'heure une colique néphritique, trouble hydroélectrolytique dû, par exemple, un traitement médical, un alignement cardiaque, il y a des problèmes, les troubles ioniques, par exemple, l'hypocalémie, qui peuvent donner des lius réflexes. Quand on les corrige, le malade reprend son transit sans l'opérer. Sauf des fois, il y a des occlusions fonctionnelles s'ils sont en rapport avec un foyer septique. C'est-à-dire le malade est en péritonite. Il y a une connexion, un abcès pendiculaire, il y a un abcès vésiculaire, il y a une péritonite. Donc, tous ces foyers septiques entraînent un ilus fonctionnel. Ça ne veut pas dire que ça, c'est pas une occlusion mécanique, je ne vais pas opérer le malade, je vais le traiter. Non. Là, il y a une occlusion fonctionnelle, mais elle est inflammatoire, elle est septique. Elle est septique, donc je dois intervenir, je dois traiter la cause. La cause, c'est la perforation digestive, ou une péritonite appendiculaire, ou une péritonite biliaire. Donc, là, l'occlusion, c'est un signe, c'est un symptôme, c'est pas un syndrome, c'est pas une maladie d'occlusion intestinale. Dans les occlusions par obstruction, donc peuvent parfois céder sous traitement médical, c'est-à-dire céder s'il y a une obstruction, par exemple, par une tumeur. La tumeur, si je fais une sonde gastrique, je place une sonde gastrique, j'aspire, je diminue la distension, le malade peut attendre, je peux le garder dans le service, je le réanime, mais pas comme un malade qui a une strangulation, je le réanime jusqu'à même 24 heures, parce qu'il est hospitalisé, je lui fais un bilan, je corrige toutes les étapes, je fais une sonde gastrique, j'aspire le liquide, je diminue la pression qui est dans l'abdomen, dans les os, et là, je vais explorer mon malade. Si je fais un scanner, je trouve qu'il a une tumeur du côlon. Je préfère opérer un malade à froid, après l'avoir préparé,
pour lui faire le geste radical, c'est-à-dire traiter l'occlusion et l'origine de l'occlusion. Dans le cas contraire, si le malade est en mauvais état général, je ne peux pas le garder, il ne peut pas attendre. Le malade il fait l'occlusion depuis plusieurs jours. Donc là, le traitement médical n'a pas sa place. Donc là, je dois l'opérer, je dois traiter juste la complication qui est l'occlusion. Il faut que le malade ait un transit. Donc là, je ne vais pas toucher la tumeur parce que je vais allonger le temps opératoire. Je n'ai pas le diagnostic exact, je n'ai pas l'examen d'extension. Donc, ce que je fais en urgence, un geste rapide, je fais une colostomie en amont de l'obstacle. C'est tout, un geste rapide. Après, je garde le malade hospitalisé. Dans les jours qui suivent l'intervention en urgence, je le prépare au geste radical, le geste de l'origine de cette occlusion. C'est-à-dire, je dois enlever la partie qui est malade, la tumeur. Et quand je l'opère en deuxième temps, je fais le geste complet. C'est-à-dire, je vais faire une résection colique et ça me permet de rétablir la continuité digestive en un seul temps. Mais si, par exemple, on opère en urgence, il faut éviter de faire le geste. Bon, là, c'est la question qui se pose tout le temps devant une occlusion sur tumeur du côlon sigmoïde. Est-ce qu'il faut réséquer? Est-ce qu'il faut faire une colostomie de proche amont? Est-ce qu'il faut faire un Hartmann? C'est-à-dire faire une résection segmentaire emportant la tumeur avec abouchement colostomie sans rétablir la continuité? Ou est-ce qu'il faut tout là à la fois? Résection, anastomose ou juste une colostomie? Là, c'est au cas par cas. Mais en général, ce qu'il faut retenir, en général, si le malade arrive en occlusion, il ne peut plus attendre, c'est un sujet âgé, de préférence faire une colostomie de proche amont. On fait une colostomie, je garde le malade hospitalisé, je fais la coloscopie, je fais la biopsie, je fais le scanner d'extension et tout, j'explore bien le malade, je le retape bien à l'intervention chirurgicale, s'il a une anémie, je le transfuse, s'il a une poêle d'unémie, je le corrige, je corrige toutes les étapes, après j'opère mon malade dans les meilleures conditions. Donc voilà, grosso modo, en urgence, donc plusieurs méthodes que je vous ai dit sont envisageables, soit cette colostomie de dérivation, soit résection anastomose, c'est-à-dire ce qu'on appelle une intervention de Hartmann. Je résecte la partie malade et j'abouche le côlon à la peau sans rétablir la continuité. Soit je fais une colectomie totale. Donc, plusieurs probabilités. L'utilisation récente du stent colique, donc comme je vous disais, le traitement endoscopique si le malade a une tumeur du sigmoïde ou du rectum, on peut utiliser un stent. Mais là aussi, le stent, actuellement, on dit qu'il vaut mieux ne pas mettre un stent parce qu'il peut donner des disséminations des cellules tumorales à distance. Mais ce stent peut être, par exemple, proposé en cas d'un sujet âgé qui ne supporte pas une intervention, ou par exemple devant une tumeur avec métastase, dans un stade terminal, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une résection, il vaut mieux faire un traitement endoscopique par un stent. Un stent, c'est-à-dire une prothèse au niveau du côlon, désobstruer le côlon qui est obstrué, qui a une tumeur pour permettre la reprise d'un transit sans opérer le malade. Dans les occlusions par strangulation, donc on est presque à la fin, le type d'occlusion par strangulation, c'est ce qu'on va trouver. Donc c'est l'occlusion sur brique ou sur une hernie étranglée. Il doit faire opérer, bien sûr, sans attendre en urgence, donc pour éviter la nécrose intestinale dans les 6 heures qui suivent, sans dépasser les 6 heures. Et l'intervention consiste, bien sûr, s'il y a une bride, couper cette bride, s'il y a un volvulus de l'intestin grec, dévolvuler, et voir, est-ce que, selon les cas, est-ce que l'os qui était volvulé, est-ce qu'elle est nécrosée ou non? Si elle n'est pas nécrosée, tant mieux. On coupe que la bride et on réintègre l'intestin dans l'abdomen et on ferme. Sinon, s'il y a une nécrose, on est obligé de faire une résection de la partie nécrosée et une anastomose. Tout dépend aussi des malades. Est-ce qu'on rétablit? En général, on rétablit la continuité en cas de problème, en cas de pathologie intestinale, grillée. Mais si c'est chronique, en général, on ne rétablit pas la continuité, on fait une stomie.
Et tout dépend, bien sûr, tout dépend beaucoup plus de l'état général du malade, s'il consulte précocement, s'il a un intestin propre, il n'y a pas de matière, il n'y a pas d'accès, il n'y a pas. C'est au cas par cas. Donc, ce qu'il faut retenir, en cas de bride, couper la bride. S'il n'y a pas de nécrose, tant mieux. S'il y a une nécrose, c'est résection de l'intestin et anastomose. En cas de hernie, s'il y a une hernie inguinale ou hernie ombilicale, hernie de la nuit blanche, bien sûr, il faut réduire l'anse si elle n'est pas nécrosée. Comment on la réduit? Bien sûr, l'orifice est tout petit, donc il faut agrandir l'orifice pour permettre l'examen des anses intestinales. Si elles ne sont pas nécrosées, je fais la réduction, je remets tout dans l'abdomen et je perds. S'il y a une nécrose, la même chose, je traite la nécrose. Je fais une résection anastomose. Et s'il y a une hernie inguinale, je fais une réparation de cette hernie inguinale. Si le malade est permis, bien sûr, par une plaque. Sinon, s'il y a un sepsis, je peux faire juste un traitement par graphie. Et voilà. En général, c'est grosso modo ce que je voulais vous dire sur l'occlusion intestinale aiguë. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire sur une occlusion intestinale? L'occlusion, c'est un syndrome, c'est pas une maladie. Donc, elle traduit la présence d'une maladie dans l'abdomen. Il faut chercher la cause. Donc, cette cause, il faut chercher l'occlusion et dire est-ce que c'est une occlusion mécanique ou fonctionnelle. Si elle est mécanique, est-ce qu'elle est par obstruction ou par strangulation? Et chercher le siège de cette occlusion. Est-ce qu'elle est haute ou est-ce qu'elle est basse? Est-ce qu'elle est intestinale péridique ou est-ce qu'elle est colique? Encore le siège, on a la nature et le traitement va dépendre bien sûr de l'étiologie de cette occlusion. Voilà, j'espère que vous avez retenu quelque chose de ce sujet aujourd'hui. Je vais essayer de répondre à quelques questions que vous m'avez posées. Donc, il y a une question ici qui me dit l'ilius réflexe post-chirurgie. Le patient guérit spontanément sans intervention. Oui, un malade, tout malade qui est opéré, il a un ilius réflexe. C'est parce qu'il est malade. Et le transit, il reprend spontanément chaque malade, comment il réagit, soit les 24 premières heures, soit les 48 heures, pour 3 jours, chacun son transit. Mais on ne va pas opérer le malade parce qu'il a un ilius réflexe. Quand est-ce qu'on opère un malade? S'il a un ilius réflexe post-opératoire. Là, on va voir, c'est un autre tableau. Je crois que le malade, celui qui a posé cette question, il est en train de comprendre avec une péritonite post-opératoire. Parce que si un malade, par exemple, qui a été opéré d'un tube digestif, il a une résection avec anastomose, cette anastomose, elle peut lâcher, mais on n'a pas les signes francs d'une péritonite. Donc, elle peut se comporter comme une occlusion. Donc là, on va attendre parce que tout malade opéré peut avoir un ilius réflexe post-opératoire de 2-3 jours. Mais s'il dépasse les 3 jours, on doit s'inquiéter. Pourquoi il fait une occlusion? Bien sûr, on doit explorer le malade. On va faire par exemple un scanner, une échographie. On va chercher les signes de cet ilius. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a un phénomène inflammatoire et septique abdominal qui est à l'origine de cet ilius, c'est-à-dire c'est le lâchage, une collection abdominale, ou est-ce qu'il y a une bride précoce? On peut avoir une bride post-opératoire précoce, mais c'est très rare. D'accord. Donc, mais en général, retenez que l'ilius réflexe post-opératoire, il n'y a pas de chirurgie. Sauf s'il y a une complication de l'intervention chirurgicale, ça c'est autre chose. D'où vient ces distorsions au cours de la strangulation? Voilà, une bonne question. Donc, on a le malade qui a une nécrose, une gangrène d'une paroi intestinale, elle est nécrosée. Donc, elle va libérer cette nécrose. C'est des toxines. C'est des toxines qui vont se libérer, vont passer dans la circulation générale. Voilà. Le mécanisme par strangulation. Donc, le mécanisme par strangulation,
Je vous ai dit par obstruction, vous avez un intestin grêle ou le côlon. Ils ont un méso qui les irrite. Sinon, comment ils vivent? Un intestin grêle, il doit avoir un méso, c'est le mésentère. Ce mésentère, s'il met l'intestin grêle, par exemple, il fait une torsion, il tourne sur son mésentère. Donc, si le mésentère est tordu, ça veut dire que le mésentère, qu'est-ce qu'il contient le mésentère? Il contient des vaisseaux, il contient des artères et les veines mésentériques. Donc, ils vont être tordus eux-mêmes, et c'est ça, il va avoir une occlusion vasculaire. Donc, ça veut dire que le sang qui vient de l'artère mésentérique supérieure, il ne va pas arriver vers l'intestin qui est volulé. D'accord. Toi, tu as fini. Oui, je suis en train de répondre à quelques questions. D'accord, prends quelques Voilà, questions. 5 minutes. D'accord, ok, ça marche. Donc, le troisième secteur, la formation du troisième secteur. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, la formation du troisième secteur, s'il y a un obstacle, le troisième secteur, celui-là, normalement, il n'existe pas, il est abstrait. Il n'y a pas un troisième secteur. On a le secteur intracellulaire, on a l'extracellulaire. On n'a pas un troisième. Le troisième, il se forme quand on a des pertes. Le malade, il vomit, ou on a des occlusions, par exemple, sur la paroi, il y a un obstacle sur une paroi. Cet obstacle lance la paroi digestive, elle va se distendre, elle va devenir très fine. Donc, tout ce liquide qui se trouve dans cette paroi, il va passer dans l'extérieur, il va sortir. Donc, parce que la paroi, elle est en train de souffrir. Et ce liquide, il se rajoute des vomissements, et c'est ce qu'on appelle les pertes hypovolemiques, et des pertes hydroélectrolytiques. Le troisième secteur peut donner l'acide. Oui, c'est vrai, l'acide, c'est un troisième secteur. C'est elle-même, l'acide, c'est un troisième secteur. Ou quand on a une occlusion intestinale, on a un épanchement péritonéal, on a une acide. C'est le troisième secteur. D'accord? L'acide, d'où vient l'acide? Le liquide de l'acide, il vient d'où? Il ne vient pas comme ça. Il vient de notre... le malade, s'il fait une acide, ça veut dire qu'il a perdu du liquide de sa cellule intracellulaire et de son espace, de son secteur extracellulaire. Il va se jeter dans un espace qui ne doit pas y avoir du liquide. On appelle le troisième secteur. L'acide, c'est un troisième secteur. Donc, c'est du liquide perdu. C'est un liquide perdu et il va avoir un remplissement. Un malade qui a une acide, il faut le repapier, il faut le traiter parce qu'il est en hypovolémie. Il faut lui donner de l'albumine, il faut lui donner lutter contre les pertes liquidiennes. Bon, borborygme, ça veut dire quoi? Borborygme, c'est le gargouillement, c'est les gaz, le bruit des gaz. C'est quoi une bride? La bride, comme je vous ai dit, tout abdomen qui a une cicatrice, qui a été opéré, quand on ouvre un abdomen, on va toucher les os intestinaux par nos mains. Par la main du chirurgien, elle va provoquer un traumatisme sur le péritoine viscéral, c'est-à-dire le péritoine qui couvre l'intestin grêle. Vous savez que la paroi intestinale, elle contient 4 tuniques. Donc la muqueuse, la sous-muqueuse, la musculeuse et la séreuse. La séreuse, c'est le péritoine. Donc le péritoine, il est pariétal, il couvre la paroi abdominale, il se termine par la séreuse sur les anses. Quand on touche ce péritoine, on va le provoquer, on va le traumatiser, et ça va former des brides. Des brides, c'est comme des filaments. C'est des filaments, c'est des accolements entre les anses, ils vont se coller entre les anses, vont se coller entre elles-mêmes, et ça va former des brides. Et ces filaments vont provoquer l'occlusion. Pour l'examen d'imagerie, on fait en première intention un ASP ou une TDM. C'est normal, c'est ce qu'on fait. On fait un abdomen sans préparation. Il va me confirmer le diagnostic d'occlusion, pas le diagnostic, le syndrome d'occlusion. Il va me dire qu'il y a un problème là-dedans. Mais je ne sais pas c'est quoi le problème. Pour savoir, je dois faire un scanner. Le scanner, il va me dire le siège de l'occlusion, la nature, le type, il va me donner le diagnostic et ici. Voilà. C'est une question piège, Antoine. Vous m'avez posé cette question. L'arrière-pensée, si on a les recommandations, si on a le scanner, on fait d'emblée un scanner TDM. Non, moi je parle ici. Va confirmer l'occlusion, donner la nature de l'obstacle, elle va nous donner toutes les informations. Oui, mais si on n'a pas le scanner.
Si on n'a pas le scanner, on est d'accord. Non, je suis en train d'ici de la question. Oui, mais du point de vue théorique du terme, non, si je on voulais pose pas. un QTM, c'est la TDM. Non, je voulais pas rentrer dans les détails. Je voulais pas parce que c'est des externes. On va pas parler des recommandations. Ah, méfie-toi. Hein? Méfie-toi, ils sont à la page. Hein. Ah, bon. Ah, moi, je ne les sous-estime jamais. Hein. Non, sûr, c'est l'occlusion intestinale, surtout en cas, par exemple, une occlusion sur un tumeur du côlon sigmoïde. Qu'est-ce que tu fais? Tumeur du côlon sigmoïde. Qu'est-ce que tu fais comme geste? Comme geste, je fais une stomie d'amant. Pourquoi? Il y a d'autres qui disent non, moi je fais un Hartmann, il y a d'autres qui disent que moi je fais un traitement radical. Eh bien, ça dépend. Là, je voulais pas. Ça dépend des conditions. Et parmi les conditions, c'est la TDM, c'est les conditions du malade. Et voilà, là, je voulais pas trop charger les étudiants. Je voulais pas rentrer dans les détails. Je vais être pratique. Moi, je parle d'un scanner, moi, il faut être pratique. Demander un examen très facile dans notre domaine. Celui qui ne sait pas un externe, qui ne sait pas ce que c'est une occlusion, qui sait qu'il y a des signes indirects et des signes directs, il veut confirmer le diagnostic par un ASP, un ordonnance de préparation, lui, il ne va pas lâcher le malade. Il a une occlusion. Il ne faut pas le libérer. Ce n'est pas une constipation. Donc, moi, je n'ai pas un scanner, je suis dans un centre de santé, je suis dans un cabinet. Je dois envoyer mon malade dans un centre spécialisé de chirurgie. Là, bien sûr, on va parler du scanner, on va parler de... Je crois qu'on va s'arrêter ici, docteur. Oui, merci beaucoup, Stouane. Merci beaucoup. Là, il y a beaucoup de questions, on ne peut pas répondre à toutes ces questions.